Bien, bonjour à tous et merci d'être venus pour cette présentation sur l'intelligence collective. Avant de démarrer, je voudrais faire un petit sondage pour savoir parmi vous, je sais que c'est des études entre 3 et 5 ans, il y a des profils entre 18 et 30 ans, savoir si parmi vous, il y a des gens qui n'ont jamais mis les pieds en entreprise. Vous pouvez lever la main? D'accord. Ok. Alors, ma présentation, pour vous, ça va être une graine plantée qui va vous aider à avoir des clés de lecture pour quand vous aurez l'occasion, soit à travers un stage, soit après l'école, évidemment, on vous le souhaite, travailler en entreprise. Et puis pour ceux qui ont travaillé en entreprise, ben, ça remettra en perspective un certain nombre de choses. Bien, alors ma présentation va durer autour de 45-50 minutes. Je vais poser un certain nombre de concepts, de méthodes. Je vais vous parler de l'intelligence collective, mais il faut savoir que chaque personne avec qui j'en parle a une définition différente de l'intelligence collective. Donc vous avez sûrement une définition, on parle dans votre école de l'intelligence collective d'une certaine manière. Moi, je vais vous en parler peut-être d'une autre manière. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de vérité, il y a simplement des cadres de référence, des domaines d'application de l'intelligence collective qui, de toute façon, est une matière transdisciplinaire. Voilà, donc autour de 45-50 minutes pour poser le cadre dans lequel je parle d'intelligence collective et ensuite on pourra échanger, approfondir, remettre en perspective avec le domaine qui vous intéresse. Quelques mots pour me présenter. Oula, j'ai cliqué un peu vite. Il y a beaucoup d'éléments dans cette présentation. Ce n'est pas forcément facile de tout retenir, de tout comprendre tout de suite. Donc la présentation que je vais vous faire, vous l'aurez en PDF demain ou après-demain. Alors, quelques mots pour me présenter. Donc, je suis Olivier Zara, je suis consultant en management et médias sociaux. Je crois dans l'intelligence collective comme un outil de développement durable. Je crois aux technologies sociales, vous savez, donc les réseaux sociaux d'entreprise, le Web 2.0 comme un levier de l'intelligence collective. Ma souris avance un peu plus vite que moi. Comme vous voyez ce petit drapeau, je suis franco-canadien, j'habite à Montréal. Et j'aime bien montrer cette photo souvenir d'une conférence que j'ai donnée au mois de juillet dernier à Montréal, où on a eu un été un peu frisquet. On a aussi eu 6 canicules. Voilà. Je suis le cofondateur d'une société avec un nom imprononçable, qui s'appelle 360. On est sur le peer-to-peer, le crowdsourcing. Je pense que c'est des mots qui vous disent quelque chose. On propose des formations sur le management de l'intelligence collective, le management digital. On est aussi un éditeur de logiciels, donc je travaille avec des développeurs, des programmeurs depuis des années. On propose un YouTube interne qui permet le partage de bonnes pratiques en vidéo et également un système de 360 degrés feedback basé sur les tags. C'est des systèmes d'évaluation. Donc là, les gens en peer-to-peer, entre pairs, se taguent et ça permet dans les entreprises de créer un nuage de tags des talents. Voilà. Alors on est sur une approche assez disruptive parce que les 360 aujourd'hui, c'est des évaluations de 1, vous êtes mauvais, 10, vous êtes bon, sur des référentiels de compétences. Nous, on pense que c'est contre-productif d'aller pointer des faiblesses et ensuite de former les gens pour réduire leurs faiblesses. Nous, on pense qu'il vaut mieux mettre en lumière des talents et aligner les personnes sur leurs talents. Je suis aussi le fondateur de Brainship, qui est une académie de l'intelligence collective. On a formé, c'est nouveau, ça s'est ouvert en avril 2018. On a formé 300 personnes jusqu'à présent. Il y a Guillaume ici présent qui fait partie des formateurs. Et c'est également un réseau social de niche, puisque c'est une sorte de LinkedIn, mais pour les personnes qui sont ce qu'on appelle les early adopters, les acteurs du changement, les corporate hackers. Il n'y a pas que des hackers dans l'informatique, il y en a aussi dans les entreprises. Et bref, tous ceux finalement qui sont curieux et qui ont la passion de l'exploration. Je suis l'auteur de 7 livres. Ma présentation aujourd'hui est un extrait de La stratégie du thé. Sur mes 7 livres, il y en a 6 qui sont disponibles gratuitement sur axiopool.com. Vous pouvez les lire gratuitement en mode flipbook. Voilà, et mon 8e livre va paraître dans 2 semaines et il traitera de la sagesse et de l'importance du savoir-être comparé au savoir-faire, qui vont devenir obsolètes de plus en plus vite, alors que le savoir-être, c'est pour la vie. Alors, on peut démarrer maintenant la présentation. Je ne sais pas si vous connaissez le Lean Management. Lean, en anglais, c'est maigre. Donc, c'est comment faire plus avec moins. Et dans le Lean Management, les finalités, c'est... Oula.
Il y a des interférences, je vais mettre de l'autre côté pour voir si ça marche mieux. Donc les finalités du Lean Management, c'est de développer la performance, l'optimisation et la productivité. Alors les finalités de l'intelligence collective, elles sont plus floues. Et l'objectif de cette présentation, c'est de les clarifier. Alors on est sur le développement de l'engagement, de l'agilité et de l'innovation. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence collective ? Eh bien, c'est une somme d'intelligence de la situation conjuguée à des savoirs. Et l'intelligence de la situation, c'est la bonne compréhension du contexte et des enjeux, ce que j'appelle l'intelligence terrain. Alors, vous connaissez peut-être cette équation 1 + 1 = 3. Et cette équation, elle laisse perplexe un certain nombre de managers. Ils vont discuter avec des employés, avec des ouvriers. Ils se disent « Oula, celui-là, pas très intelligent ». Donc, ils se disent comment un idiot plus un idiot, ça peut faire 3. Pour eux, ça fait 0, parce qu'ils considèrent que l'intelligence collective réfère à un quotient intellectuel, à un diplôme, à un parcours de carrière, à un statut dans l'organisation. Alors évidemment, c'est un préjugé. Dans une organisation, l'intelligence collective, c'est la somme des intelligences situationnelles et toute personne dans l'organisation, quel que soit son diplôme, son QI, son parcours, son niveau hiérarchique, est capable de créer de la valeur. Alors quand on parle d'intelligence collective, on doit distinguer deux termes, compliqué et complexité, qui dans le langage courant sont pris l'un pour l'autre. Concrètement, compliqué c'est dur et complexité c'est très dur. Alors un avion, un satellite, c'est compliqué. Il y a des tas d'éléments différents, des boulons, des pièces de métal, mais ces éléments sont de même nature. Et quand on veut gérer une situation compliquée, eh bien avec du temps et de l'expertise, on va être capable de démonter un avion et de remonter un avion. On ne va pas être capable de le concevoir, mais on va être capable de le démonter et de le remonter. Alors dans la complexité, par exemple une entreprise, le cerveau c'est complexe, on va également avoir des éléments différents, mais également de nature différente. On va avoir des ressources humaines, du marketing, de la finance, de l'organisation, de la stratégie, de la réglementation. Et quand on veut gérer une situation complexe, eh bien, on doit avoir une approche holistique et systémique. Alors, holistique, c'est le tout, c'est voir toutes les dimensions. Et systémique, c'est la systémie, c'est l'étude des interactions. Donc, quelles sont les interactions entre chacune des dimensions? Prenons un exemple. Imaginons qu'on veuille mettre en place au hasard un réseau social d'entreprise avec des blogs, des wikis, des forums, etc., comme Slack par exemple. Eh bien, donc ça, on va dire que ça, c'est le réseau social qu'on veut implémenter. Ça va avoir un impact sur les finances, parce qu'il faut le payer. Ça va avoir un impact sur la dimension ressources humaines. Il va peut-être falloir former les managers ou les collaborateurs à l'utilisation de ce réseau social. Il faudra peut-être aussi embaucher des community managers. Ça va avoir un impact sur ce qu'on appelle la marque employeur. Vous savez, c'est pour attirer les talents. On peut leur dire on est une entreprise moderne. Ça va avoir un impact sur l'organisation du travail. Peut-être qu'on peut développer le télétravail. Alors là, tout ce que je vous ai montré a l'air un petit peu conceptuel avec des carrés, des ronds, des triangles. Et je voudrais vous donner les 3 éléments qui caractérisent la complexité dans le quotidien des managers, des personnes qui travaillent en entreprise. Alors le premier élément qui caractérise cette complexité, c'est une page blanche. Et il y a 4 types de pages blanches. Le premier type, c'est le développement de performance. Comment produire plus vite, comment vendre plus. La stratégie. On décide aujourd'hui, alors la stratégie pour donc booster le business. On décide aujourd'hui d'une nouvelle stratégie, mais c'est seulement dans 6 mois ou 12 mois qu'on saura si c'était une bonne décision. Les problèmes techniques complexes, donc multidimensionnels, la gestion des risques, la sécurité au travail. La sécurité au travail, c'est un problème complexe parce qu'il y a plusieurs dimensions dans la sécurité au travail. Il y a la dimension humaine, il y a la dimension technique, il y a la dimension réglementaire, et c'est l'interaction entre ces dimensions qui fait qu'aujourd'hui, il y a toujours des accidents du travail. Si la sécurité au travail était un problème compliqué, il n'y aurait plus d'accidents. S'il y en a encore, c'est parce que c'est un sujet complexe. Et dans le domaine de l'informatique, bien, les problèmes techniques complexes, c'est quand il y a l'interaction entre différents domaines d'expertise qui viennent créer quelque chose d'assez instable et difficile à gérer. La gouvernance, comment développer l'efficacité collective?
On décide aujourd'hui d'une nouvelle organisation, mais c'est seulement dans 6 mois ou 12 mois qu'on saura si on a réellement pris une bonne décision. L'innovation. Alors, vous avez entendu parler des brainstorming, créativité collective, design thinking. On crée un nouveau produit, on crée un nouveau service, on innove, très bien. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'innovation A, l'innovation B, l'innovation C. Quelle est celle qui va booster le business? Quelle est celle qui va accroître les ventes? Le sujet, c'est donc de choisir, et c'est complexe de se dire quelle est l'innovation qui va développer notre entreprise au lieu de la couler. Alors, les pages blanches, donc tous ces sujets complexes, multidimensionnels, eh bien, ils sont récurrents parce que c'est un objet complexe. Et quand il y a une dimension qui bouge, comme il y a de la systémie, elle va déstabiliser les autres éléments. Et c'est pour ça qu'on est sans cesse obligé de refaire des stratégies, de travailler sur la sécurité au travail, de se réorganiser et d'innover, innover et encore innover. Alors j'aimerais vous poser une question qui sera peut-être plus difficile à répondre pour ceux qui n'ont pas encore travaillé en entreprise, mais quelle est votre page blanche en ce moment? Est-ce qu'il n'y a pas un projet sur lequel vous travaillez où il y aurait une multiplicité d'expertises à mettre en synergie? Et je vous laisse quelques secondes, c'est très important pour la suite de cette présentation, sinon ça va vous paraître très difficile à intégrer. Donc la question, quelle est votre page blanche en ce moment, soit dans le cadre d'un stage que vous faites ou dans le cadre de votre travail ici à l'école 42, quelle est la page blanche qui vous vient à l'esprit? Je vous laisse quelques secondes. Alors c'est sûr, quand on est en poste en entreprise, qu'on a 3 ou 5 ans d'expérience, c'est plus facile de trouver cette page blanche. Bon, je vais dire que vous l'avez trouvée. Alors le deuxième élément qui caractérise la complexité, c'est des dimensions. J'ai dit que c'était multidimensionnel. Alors, voilà une typologie de dimensions. Peut-être que vous auriez à inventer une autre typologie par rapport au domaine dans lequel vous travaillez ou vous étudiez. L'organisation, les processus, KM, c'est gestion des connaissances, knowledge management, stratégie, le social, la communication, le juridique, la sécurité, la production, le marketing, les TI, c'est donc technologie de l'information, la marque, les syndicats, les fournisseurs, ressources humaines, finances, vente, conduite du changement, la culture, la stabilité ou instabilité de l'environnement. Voilà quelques exemples de dimensions qu'on peut avoir à gérer quand on est en entreprise. Et ma deuxième question pour vous, c'est par rapport au sujet auquel je vous ai demandé de penser il y a quelques secondes. Quelles sont les dimensions qui font partie de votre sujet? Et si on est dans le domaine de l'informatique, ben vous n'avez qu'à juste changer ces 20 dimensions par des domaines techniques qui sont des pièces en fait, du projet sur lequel vous travaillez et de lister ces dimensions. Si vous avez un bout de papier, mais je vois que personne n'en a, ce qui est normal à l'école 42, ça va être difficile pour la troisième question que je vous poserai, mais c'est de les représenter comme ça. Alors, je vous laisse quelques secondes. Bien. Alors, le troisième élément qui caractérise la complexité, c'est des interactions. Parler de la systémique. Donc, quelles sont les interactions entre les différentes dimensions? Si je bouge cet élément-là, par exemple, l'informatique, donc je mets en place un nouveau système, en quoi ce système va aller impacter les ressources humaines ou la finance ou je ne sais quel autre domaine, et finalement, quelles sont les conséquences des interactions entre chacune des dimensions. Vous comprenez pourquoi je vous ai proposé de le mettre dans un rond, parce que quand on l'empile, c'est un peu plus dur de tracer des traits. Voilà. Alors c'est l'exercice que vous aurez à faire peut-être un jour. Alors, pour résumer ce que je viens de dire, compliqué, je sais avec certitude, je peux me référer à des savoirs, des connaissances, des expériences. Et complexité, je ne sais pas avec certitude. Je crois que la stratégie A est meilleure que la stratégie B. J'ai la conviction que l'organisation A est meilleure que l'organisation B. J'ai l'intuition que l'innovation A a plus de chances de booster notre business que l'innovation B. Mais je ne sais pas. Je suis dans l'imprévisibilité et dans l'incertitude. Alors si on est sûr d'avoir pris la décision, une décision sûre à 100%, c'est que le sujet sur lequel on travaille est juste compliqué. Alors, il n'y a pas de bonne présentation sans des études de cas.
Donc vous attendez sûrement à ce que je vous présente des études de cas. Le problème, c'est que l'intelligence collective, c'est un processus d'émergence dans un contexte multidimensionnel. Chaque cas est unique parce qu'il est lié à un contexte unique. Et donc, ce que je vous demande de faire, d'où l'intérêt de l'exercice tout à l'heure, il n'est pas trop tard si vous ne l'avez pas fait sérieusement, mais de prendre comme cadre de référence le cas, le sujet, le projet sur lequel vous travaillez en ce moment. Donc j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La mauvaise nouvelle, c'est que je ne vous donnerai aucune étude de cas. Et la bonne nouvelle, c'est que l'étude de cas, c'est vous. Alors l'intelligence collective fait souvent penser à l'entreprise démocratique, dans laquelle on voterait à main levée chacune des décisions. Et donc l'entreprise démocratique, ça nous renverrait vers cette notion de décision collective. Alors c'est un préjugé, l'intelligence collective, ce n'est pas de la décision, c'est de la réflexion. Et la réflexion, la décision, elle est liée au principe de subsidiarité. Alors la subsidiarité, ce sont les délégations de pouvoir, le pouvoir de décider, du haut, donc le grand patron, jusqu'au bas de la pyramide. On délègue le pouvoir de décider pour que les décisions se fassent au niveau le plus pertinent de l'organisation. Sinon, ça veut dire que tout le monde devrait aller voir le grand chef pour valider chacune des décisions à prendre dans l'organisation. Si la délégation de pouvoir est individuelle, si je reçois individuellement la responsabilité de décider, bien normalement, je dois décider seul. Alors évidemment, quand on engage 10 millions d'euros, il est probable que la délégation de pouvoir ne soit pas individuelle, mais elle soit plutôt collégiale, et parfois elle peut être collective. En plus de ça, cette notion de décision collective, elle n'a pas beaucoup de sens, puisqu'on parle de complexité. Donc le consensus, vu que personne ne sait avec certitude ce qu'il faut faire, n'a pas beaucoup d'intérêt. On parle plutôt d'intuition collective. Donc l'intelligence collective, c'est la réflexion collective. Et quand on prend un dictionnaire, réfléchir, c'est se poser des questions et chercher des réponses. Donc réfléchir ensemble, c'est se poser des questions ensemble et chercher des réponses ensemble. Et une réunion de réflexion collective, eh ben, elle commence du coup par 50 à 100 questions avant d'aller chercher les réponses. Et il y a une question que je pose, donc je vous pose à vous, mais qui me résonne un peu plus quand on a quelques années en entreprise, c'est quelle est la date de la dernière réunion qui a démarré dans votre équipe ou votre projet avec 50 à 100 questions. C'est là où je lâche les mouches et les gens regardent le plafond, disant bon, la date, je ne sais pas trop la trouver. Et si vous n'avez pas de date à me donner, ça veut dire que vous n'avez jamais participé à une réunion en mode intelligence collective dans la définition qui est la mienne. Donc, on discute, mais est-ce qu'on réfléchit ? Ça nous amène à deux concepts, la réflexion collective et la discussion collective. Alors la discussion collective, discuter, c'est partager des idées. Et c'est ça qu'on appelle le management participatif, l'intelligence collaborative. Collaborer, c'est le collabeur, labeur, donc travailler ensemble, partager. Réfléchir, c'est se poser des questions et ensuite chercher des réponses en co-construisant sur les idées des autres. Et voilà ce que j'appelle le management de l'intelligence collective. Alors, on discute toujours un peu quand on réfléchit, puisqu'on est obligé de partager des idées, mais on ne réfléchit pas toujours quand on discute, on ne se pose pas forcément 50 à 100 questions avant de chercher la solution. Alors pour faire un petit résumé de ce qu'on vient de se dire, finalement, manager une équipe, c'est savoir qu'on sait ou qu'on ne sait pas. On a trois types de situations. Première situation, je sais avec certitude, et je ne sais pas plutôt avec certitude, et personne ne sait dans le collectif. Donc ça, c'est complexe. Et ce qu'on cherche à trouver, c'est le pourquoi. Pourquoi on ferait l'innovation A plutôt que l'innovation B, l'organisation A plutôt que l'innovation B? Si on prend l'exemple d'un déménagement, on se poserait la question, est-ce qu'il faut déménager? Pourquoi on déménagerait? La situation B, je sais avec certitude, donc c'est plutôt compliqué, mais j'ai besoin de l'adhésion du collectif. Donc là, c'est comment on va déménager, c'est quand et comment on doit trouver le comment. Et la dernière situation, c'est je sais avec certitude et je n'ai pas besoin de l'adhésion du collectif. Alors ça, c'est simple. C'est en gros qui va bouger les cartons. Pour ces trois situations, il y a trois modes de management adaptés. Quand je suis dans le complexe, ce qui est adapté, c'est le management de l'intelligence collective parce qu'il va me permettre
d'avoir une approche holistique et systémique, en particulier grâce au processus des 50 à 100 questions, d'identifier toutes les dimensions et les interactions entre les dimensions. Dans le compliqué, j'ai besoin du management d'équipe, participatif, collaboratif. Et dans le simple, j'ai besoin du management individuel. Comme la plupart des managers dans la plupart des organisations ne savent pas faire la différence entre compliqué et complexité, eh bien, ils utilisent le management participatif pour gérer des situations complexes. Et quand on travaille en mode discussion collective avec 10 personnes autour de la table et qu'on dit « qu'en pensez-vous » et qu'on ne se pose pas trop de questions, ben c'est très difficile d'avoir une approche holistique et systémique, et donc il y aura un grave danger sur la qualité de la décision qui sortira de ça si le sujet est complexe. Maintenant, je voudrais remettre en perspective tout ce que je viens de vous dire avec un processus qui va de la conception jusqu'à l'exécution. Quand je rencontre des entreprises, elles me disent « bon, on vous a fait venir parce que dans la conception, on est au top. Par contre, dans l'exécution, on a des problèmes. » Alors, je voudrais, avec la suite de cette présentation, vous montrer que c'est tout l'inverse en fait. La plupart des entreprises ont des problèmes dans l'exécution parce qu'elles ont des gros problèmes dans la conception. Dans toutes les organisations, il y a 3 dynamiques collectives. La première, c'est la réflexion. Rassembler les idées existantes, c'est l'intelligence de la situation. Pourquoi je ferais cette stratégie plutôt que telle autre? La dynamique de création, trouver des idées nouvelles, le design thinking, la créativité collective. Et la troisième, c'est l'action, la mise en œuvre, la coordination. Il faut trouver le comment. Alors, dans la réflexion, on a besoin de ce que j'appelle l'intelligence de la conception. Dans la création, on a besoin de l'intelligence de la création avec notre bon vieux brainstorming. Et dans l'action, on a besoin de l'intelligence de l'exécution en mode discussion collective. La plupart du temps, les sujets ici, donc c'est les 4 pages blanches en fait, qu'on traite ici, sont des sujets donc complexes, multidimensionnels. Et la plupart du temps, quand on est dans l'action, dans la mise en œuvre, eh bien, on a plutôt des sujets monodimensionnels, donc plutôt compliqués. Parfois, on ne sait pas comment mettre en œuvre une nouvelle organisation, une innovation, une stratégie. Et donc, personne ne sait avec certitude. Et du coup, l'exécution peut devenir complexe. Et c'est à ce moment-là qu'on va désigner un chef de projet. On va créer un projet et on va désigner un chef de projet. Un chef de projet, c'est quelqu'un, c'est une machine à gérer des pages blanches parce que personne ne sait comment mettre en œuvre la décision qui a été prise au niveau des pages blanches. Alors, de la conception en intelligence collective jusqu'à l'exécution, on peut ou non avoir besoin d'être créatif. Donc, je vous invite à vraiment faire la différence entre créativité collective, design thinking et intelligence collective, donc, où là on cherche des idées existantes. On cherche une approche holistique et systémique. On ne cherche pas à concevoir un nouveau produit ou un nouveau service. Alors la finalité, c'est l'excellence, évidemment. Dans la conception, on vise la gestion des risques décisionnels. Dans l'exécution, on veut l'efficacité collective opérationnelle. Donc d'un côté, excellence décisionnelle, de l'autre, excellence opérationnelle. Alors ça, j'appelle ça courir vite, et ça, j'appelle ça courir dans la bonne direction. C'est super de courir vite, c'est mieux si on court dans la bonne direction. Alors aujourd'hui, je vais vous révéler un grand secret. Je compte sur vous pour ne pas le dévoiler. C'est l'origine du syndrome de la tour d'ivoire. Alors, nous avons tous une perception monodimensionnelle de la réalité. Vous, moi, tout le monde. Et cette perception monodimensionnelle, elle est liée à notre compétence, notre expérience, notre expertise. Quand on est dans l'exécution, la plupart du temps, on est dans une réalité objective monodimensionnelle. C'est que du RH ou que du marketing ou que de l'informatique. Et quand on applique une perception monodimensionnelle sur une réalité monodimensionnelle, on voit la vraie réalité. Et donc, on a toutes les chances de prendre une décision qui va être très pertinente. Un jour, je deviens chef de projet parce qu'on ne sait pas comment mettre en œuvre la décision. Je deviens middle manager, top exécutive. Et je suis confronté à des situations de plus en plus complexes. Donc, je suis confronté à une réalité de plus en plus
multidimensionnel. Mais j'ai été tellement efficace pendant tant d'années en fonctionnant comme ça, que je vais continuer comme avant. Le problème, c'est que quand j'applique une perception monodimensionnelle sur une réalité multidimensionnelle, à ce moment-là, je crée ce qu'on appelle une réalité subjective, une réalité fictive. Au sommet de la tour d'ivoire, le chef voit un tout petit bout de la réalité, croit qu'il voit l'ensemble de la réalité, il est donc dans une fiction, dans un rêve, et ce rêve va devenir un cauchemar dans l'exécution, parce que les collaborateurs vont dire « Ah mon Dieu, il n'a pas vu telle dimension, il n'a pas vu telle autre dimension, il n'a pas vu l'interaction entre cette dimension et cette dimension. Et comment on va faire maintenant ?» Alors, la deuxième explication du syndrome de la tour d'ivoire, c'est que je ne sais pas avec certitude. Et toutes les personnes que je croise en réunion à la machine à café ne savent pas non plus avec certitude. Alors, est-ce que ce n'est pas totalement absurde de demander de l'aide à ceux qui n'en savent pas plus que moi? Alors oui, c'est totalement absurde si on ne fait pas la différence entre compliqué et complexité. Parce que si on fait la différence, ce qui est absurde, c'est d'être au sommet de la tour d'ivoire et de réfléchir tout seul. La troisième explication du syndrome, elle est liée à cette personne. Je ne sais pas si vous la reconnaissez. Je vais vous aider un tout petit peu. Alors, je vous présente Frédéric Taylor, inventeur de l'Organisation scientifique du travail en 1911. Son organisation scientifique du travail a permis de développer la productivité de manière très efficace dans un monde qui était plutôt compliqué. Et donc, le paradigme du chef qui pense et des collaborateurs qui exécutent, ce n'était pas un gros problème. Aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus complexe. Les projets sont de plus en plus complexes et ce paradigme devient un gros problème parce qu'il est impossible d'avoir une approche holistique et systémique quand on réfléchit tout seul dans son bureau. Alors en résumé, quand on ne fait pas la différence entre compliqué et complexe, eh bien on utilise l'intelligence de l'exécution pour faire de la conception. Et du coup, je pense que là, ça démontre que quand on a des problèmes dans l'exécution, c'est parce qu'on a des gros problèmes dans la conception. Alors si le paradigme taylorien n'est pas une façon de créer de la valeur en tant que manager ou chef de projet, eh bien, qu'est-ce qui va me permettre, moi, en tant que manager, de créer de la valeur? Je vous propose 3 actions. Comme je dis, c'est peut-être pour aujourd'hui ou sûrement pour demain. Alors la première action, alors là, je vous montre une sorte de pyramide hiérarchique avec le chef ici qui peut être une équipe, un projet, un département ou toute l'entreprise. Alors la première action, c'est d'identifier les choses simples. On parle des activités courantes et de co-construire les rôles, les responsabilités avec son équipe, plutôt que ce que j'appelle le syndrome du pommeau de douche. Alors quand on a une certaine ancienneté, et je vous souhaite de prendre ce type de douche-là, votre chef vous explique que quand il était à votre place, il travaillait comme ça et que donc vous allez travailler comme lui faisait de son temps. Donc ça, c'est la première action qu'on peut faire pour créer de la valeur managériale. La deuxième, c'est d'identifier le compliqué. C'est les problèmes techniques compliqués. Alors vous êtes un expert de la cybersécurité et vous êtes un expert du web design ou je ne sais pas quoi, et vous êtes devenu manager parce que vous étiez un super expert. Le problème, c'est que là, on ne vous demande plus d'être un expert, on vous demande de manager une équipe. Et donc, vous voyez que j'ai fait descendre la flèche. Parce que ça veut dire qu'il faut sortir de votre zone de confort, il faut arrêter de faire ce que vous faisiez quand vous étiez là. Ce qu'on vous demande, c'est de laisser les experts ici traiter les problèmes techniques compliqués et vous, justement, de ne pas vous en occuper. Et la troisième action pour créer de la valeur managériale, c'est d'identifier le complexe. C'est les 4 pages blanches dont je vous parlais tout à l'heure. Et quand on dit identifier, ce n'est pas juste que vous, à votre niveau, vous voyez de la complexité des sujets à traiter, mais c'est de sonder toutes les personnes dans votre équipe, département, organisation, pour faire remonter toutes les pages blanches, tous les sujets complexes qu'il y a à traiter. Et évidemment, on espère que vous n'allez pas le faire dans une tour d'ivoire, voilà, mais en mode intelligence collective. Alors finalement, pour résumer, les 2 façons de créer de la valeur en tant que manager, chef de projet,
c'est de savoir mobiliser l'intelligence de la conception, donc l'intelligence collective, et de trouver le pourquoi on ira à gauche plutôt qu'à droite, et c'est aussi évidemment l'intelligence de l'exécution, trouver le comment. Donc c'est bien, vous pouvez vous être fier si vous faites courir votre équipe le plus vite possible, mais de son côté, votre équipe, elle, sera encore plus fière de vous si vous la faites courir dans la bonne direction. Alors on a parlé de compliqué, complexité, discussion collective, réflexion collective, conception, exécution. Vous voyez qu'on ne va pas s'en sortir sans le management paradoxal. Alors qu'est-ce que c'est que le management paradoxal? Dans toutes les organisations, que ce soit en France, au Canada ou partout sur Terre, il y a deux niveaux de logique dans les organisations. Il y a un niveau de logique ordre dans lequel on a besoin du command and control, command, fixer un objectif, contrôle, évaluer le résultat, de management participatif. Et on a également un niveau de logique chaos, alors pas le chaos désordre, hein, c'est le chaos agile, dans lequel on a besoin du management de l'intelligence collective pour construire le pourquoi. En résumé, ici, c'est courir le plus vite possible, et là, c'est comment courir dans la bonne direction. Vous avez sûrement entendu, et peut-être que vous l'espérez, surtout en étant dans cette école qui a une pédagogie très innovante, vous avez sûrement entendu dire que le command and control, c'était totalement has-been. Eh bien, je dis que non. Je dis ce qui est has-been, c'est ne faire que du command and control. Et quand on ne fait que du command and control, en fait, on dit aux gens, ben, voyez, vous êtes dans un cauchemar dans l'exécution, mais ce n'est pas grave, on va encore plus vous presser le citron et on va encore vous donner des objectifs ambitieux mais pas réalistes parce qu'on ne peut plus changer de direction maintenant et vous allez quand même y arriver. À ce moment-là, le command and control devient toxique. L'organisation devient toxique. Le jour où, en amont du command and control, on aura du management de l'intelligence collective et qu'on fera courir des gens dans la bonne direction, alors fixer un objectif et contrôler les résultats, ça ne sera plus quelque chose d'has-been. Alors pour illustrer cette notion de paradoxe, la pyramide hiérarchique avec le chef là tout en haut et puis en dessous les Indiens, c'est le meilleur système pour exécuter une décision. En haut, on a décidé qu'on irait la stratégie A plutôt que la stratégie B, et dans le bas de la pyramide, on va trouver le comment. Donc ça aide à déployer une stratégie, une organisation dans l'entreprise. Mais ce qui est le meilleur système pour exécuter une décision est aussi en même temps le pire système pour prendre une décision. Et là, on retrouve notre syndrome de la tour d'ivoire avec notre chef qui voit un tout petit bout de la réalité, qui vit dans une fiction, dans un rêve, et qui va transformer l'exécution en cauchemar. Alors quand c'est qu'on doit changer de mode de management, parce que c'est ça le management paradoxal, eh bien quand on est confronté à des situations complexes, des sujets complexes, encore faut-il faire la différence entre compliqué et complexe. Alors pourquoi un manager garde sa légitimité? Vous, là, pour l'instant, ça ne vous stresse pas trop, mais quand je fais cette présentation à des managers, ils se disent « Oh là là, est-ce que ce n'est pas le doigt dans l'engrenage, là, si on commence à co-construire les décisions, est-ce que je ne vais pas perdre le contrôle, mon statut, ma légitimité ?» La réponse est non. On réfléchit parce que dans la conception, parce que j'ai besoin de votre intelligence, de la situation, de la dimension, de votre expertise, mais je décide parce que principe de subsidiarité, délégation de pouvoir, il se trouve que je suis seul responsable en cas d'échec ou de réussite de la décision. Donc une décision ne découle pas d'une réflexion, mais d'une responsabilité qui est liée à une délégation de pouvoir. Donc ce qui fonde la légitimité d'un manager et votre future légitimité, c'est votre responsabilité. Alors ça, c'est le rêve. Dans la réalité, en fait, c'est tout l'inverse. Dans la réalité, je réfléchis dans ma tour d'ivoire. Ensuite, on m'a dit qu'il fallait être participatif. Alors je vais faire une réunion participative. Et parfois, je vais utiliser la pensée balistique. Alors la pensée balistique, ça consiste au début de la réunion et pendant toute la réunion à tirer sur toutes les idées qui sont différentes de la décision que j'ai réfléchie tout seul dans mon bureau. Mais à la fin de la réunion, je vais dire, bon, on décide. Pourquoi être participatif? On décide. Alors on, c'est qui? On, c'est personne. On n'a pas de nom. Enfin si, en fait. On,
c'est le chef si la décision s'avère être bonne, et on, c'est l'équipe si c'est toutefois la décision est catastrophique. Voilà. Alors, l'équipe, de son côté, va dire « Ok, on vote ». Parce qu'elle fait le calcul tout à fait inverse. Elle se dit « Ok, on décide parce que si c'est une réussite, ça sera nous. Et si c'est un échec, ce sera le manager, puisque de toute façon, c'est lui le seul responsable. » Alors à ce stade, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais de cette présentation, j'aime bien faire un petit sondage et dire, parmi vous, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le paradigme taylorien du chef qui pense dans sa tour d'ivoire et des collaborateurs qui exécutent? Et là, il n'y a personne qui lève la main. Et quand je dis, bon, ok, et dans votre organisation, est-ce que vous connaissez des managers qui ont tendance à être un peu en mode tour d'ivoire? Alors, où est mon chef et un tel, etc. Donc, vous voyez que, et soyez bien conscients de ça quand, voilà, on n'a aucune conscience de ça. On est dans une vision du monde inconsciente et donc on ne considère pas qu'on a besoin de progresser à partir du moment où on n'a pas pris conscience de son mode de fonctionnement. Alors, ce n'est sûrement pas le vôtre, ça ne sera pas le vôtre, mais vous allez vous retrouver avec des gens qui potentiellement peuvent fonctionner comme ça. Pour conclure cette présentation, comprenez qu'on est dans une innovation managériale, on n'est pas dans un changement de paradigme. Tout ce que je viens de vous décrire, ce n'est pas comme le lean management où on dit il y avait un processus en 5 étapes et puis maintenant c'est 3 étapes. On est dans un changement de vision du monde. On est en train d'abandonner le paradigme taylorien. Et la transformation digitale, toute l'arrivée des technologies dans les modes de fonctionnement des organisations, les réseaux sociaux, ça aussi, c'est un changement de paradigme. Alors, pour transformer les organisations, leur donner plus envie de développer l'intelligence de la conception et d'arrêter de ne faire que du command and control, j'utilise cette courbe d'adoption de l'innovation. À la base, elle était faite pour les technologies. C'est une courbe de Gauss. Donc, par exemple, quand le smartphone est arrivé, l'iPhone est arrivé sur le marché, on a environ 15% de early adopters qui ont fait la queue devant les magasins d'Apple pour acheter le smartphone. Et quelques semaines plus tard, dans le métro, on a ce qu'on appelle la majorité précoce, early majority, c'est à peu près 34% de la population, qui est dans le métro et qui a son petit Nokia tout pourri avec un écran noir et blanc et qui voit à côté quelqu'un qui regarde ses emails, ses vidéos, son agenda, qui se dit pourquoi lui il a un smartphone et pas moi. Et donc il l'achète. Et quelques mois plus tard, il y a la majorité tardive, late majority, 34%, donc ça c'est les suiveurs, qui est dans le métro, et dans la rame de métro, la moitié des gens ont un smartphone. Alors là, c'est panique. Peut-être que je suis dans l'erreur. Si plus de la moitié, parce que là on est arrivé à la moitié, on est à 51%, si plus de la moitié des gens dans cette rame de métro ont un smartphone, peut-être que je suis dans l'erreur, peut-être que moi aussi je devrais en avoir. Et peut-être que si j'en ai pas, je vais aussi m'exclure du collectif, de ma tribu, de mon clan, de mes amis qui me regardent. T'as pas de smartphone, toi? Donc je suis un suiveur tardif. Et au bout, on a les réfractaires, 16%, qui ont toujours le téléphone à cadran. Parce qu'il y a un petit écouteur, je ne sais pas si vous avez vu, puis on peut mettre en copie quelqu'un de sa communication téléphonique. Ça, c'est génial. Voilà. Alors, cette courbe d'adoption, elle est connue de tous les gens qui veulent faire de la conduite du changement, de la transformation. Et ils utilisent ce qu'on appelle la stratégie du café. Alors le café, vous en buvez peut-être, et vous savez comment le café est produit, par la percolation d'une eau bouillante à 100 degrés qu'on propulse dans un percolateur. Alors la stratégie du café est très efficace quand on veut changer des habitudes de travail, dire maintenant vous avez pu travailler avec 5 étapes, vous avez travaillé avec 3 étapes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend les early adopters et on leur dit, vous allez partir à l'assaut de l'organisation, percolation, eau chaude, 100 degrés, et vous allez ébouillanter tous les gens dans l'organisation en leur expliquant qu'ils sont has-been, parce que ça va quand même plus vite avec 3 étapes qu'avec 5. Le problème, c'est que quand on fait de la transformation digitale ou quand on veut développer l'intelligence collective dans une organisation et qu'on utilise cette même stratégie du café, on va avoir un problème avec les réfractaires, qui, eux, ne considèrent pas du tout le digital ou l'intelligence collective comme une innovation, mais comme une régression, comme une aberration. Le digital, quand on est dans le paradigme de la culture latine, du contact, du face-à-face, être en face d'un champ de saisie sur Slack, voilà, c'est pas ça. Moi, je suis pas, c'est pas ça. Ce que je veux être, c'est pas ma vision du monde.
être dans une réunion où je dois écouter mes collaborateurs et me taire, c'est pas pour ça que je suis devenu manager. Donc la stratégie du café, ce qu'elle va produire, c'est une Saint-Barthélemy. Une Saint-Barthélemy entre les early adopters et les réfractaires, avec au milieu les 68% de suiveurs qui vont regarder cette Saint-Barthélemy et rigoler, et se dire qui va gagner. Alors je peux vous le dire qui va gagner. Que ça fait 18 ans que je travaille sur le sujet de l'intelligence collective et du digital, c'est eux qui vont gagner. Alors, du coup, je vous propose une autre stratégie, qui est la stratégie du thé. Alors, la stratégie du thé, c'est tout l'inverse de la stratégie du café. Est-ce que vous avez des questions? Je détaille un peu alors. La stratégie du thé, ça consiste à prendre les early adopters et à leur dire, vous allez non pas mettre votre énergie à convaincre tout le reste de l'organisation que ce sont des gros has-beens, mais vous allez mettre votre énergie à mettre en pratique les compétences, les outils sur lesquels on vous a formé. Vous ignorez l'organisation, vous mettez votre énergie. Et si ce que vous faites, les outils que vous utilisez d'intelligence de la conception, digitale, réseaux sociaux d'entreprise, sont réellement innovants, apportent réellement des bénéfices, aident à courir non seulement vite, mais dans la bonne direction, à ce moment-là, ça va infuser. Donc, il n'est pas question dans cette stratégie d'ignorer 85% des managers ou de l'entreprise, mais tout simplement de laisser infuser. Alors, quelque part, j'ai l'intuition que vous êtes tous un peu les porteurs vous serez les porteurs de cette intelligence collective dans les organisations, et je veux vous alerter sur un certain nombre de choses que vous pourriez entendre quand vous allez parler ou faire de l'intelligence collective. Quand je termine cette présentation ou une formation, et ça sera pareil pour vous, c'est ce que vous entendrez, les early adopters, ils disent « Waouh, super ! J'aurais aimé entendre ça il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans. » Ceux qui sont dans la majorité précoce, ils disent « Pourquoi pas ?» C'est les suiveurs. Pourquoi pas? Quand d'autres le feront, pourquoi pas moi? La majorité tardive, eux, ils vont vous dire « Moi, je suis prêt, mais mon équipe n'est pas prête. » Quand vous allez interroger l'équipe, l'équipe va dire « Nous, on est prêt, mais alors lui, pas prêt. » Et les génies, c'est les réfractaires. Alors les réfractaires, ils vont vous dire « On le fait déjà. » On le fait déjà. Mais oui, pas tout à fait comme ça, mais on le fait déjà. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir plus de 60 secondes pour essayer d'argumenter que l'intelligence collective ne sert à rien, que le digital est un effet de mode. Ils savent qu'ils ne peuvent pas argumenter, donc ils le font déjà. Voilà. Alors, j'ai terminé cette présentation et je vous invite donc évidemment à oser, mais ça vous le faites déjà, vous osez déjà, travailler en bonne intelligence, surtout si c'est une intelligence collective. Merci de votre attention. Donc maintenant, je suis prêt à répondre à vos questions. Il y a des petits micros, si quelqu'un veut se lancer. Oui. Moi, je vais répéter vos questions, ce sera plus simple. Parce qu'en fait, c'est filmé, ça sera, il paraît-il, en streaming sur YouTube, et il y aura une vidéo après qui sera publiée sur YouTube. Donc, je vais répéter la question à chaque fois. Tout à fait, c'est ça. Management paradoxal, management hybride, c'est ça. C'est l'idée qu'on passe d'un extrême à l'autre. On se dit, on fait un mauvais diagnostic de la situation. Comme on ne veut pas remettre en cause le paradigme taylorien, on ne veut pas remettre en cause ça. On considère que la création de valeur, c'est si je veux montrer à tout le monde que je suis un bon manager, il faut que j'apporte des meilleures idées que mon équipe, il faut que je contrôle tout, que je sache tout. Voilà. Alors, comme on ne veut pas remettre en cause ça, ce paradigme taylorien, eh bien, on se dit que le problème, c'est le command and control. Et le problème, ce n'est pas le command and control. Le problème, c'est l'absence de management de l'intelligence collective. Voilà. Donc, on fait un mauvais diagnostic. On se dit, le problème, c'est les managers, donc supprimons les managers. Vous avez entendu parler de l'entreprise libérée.
Hein, pourquoi on veut libérer l'entreprise? On veut libérer l'entreprise des managers, en particulier de la couche intermédiaire, de tous ces gens qui euh, sont toxiques à l'insu de leur plein gré. Parce qu'ils vous poussent, ils vous donnent des ordres, ils vous donnent des objectifs où vous voyez, vous, que vous ne courez pas dans la bonne direction. On vous dit, voilà, le command and control ne fonctionne pas. Donc, il faut se débarrasser du command and control. Mais on est en train de passer d'un extrême à l'autre. On se dit, il y a trop de command and control, mais ce n'est pas qu'il y a trop de command and control, c'est qu'on ne fait que du command and control. Donc, si on rééquilibre un peu les choses, c'est la voie de la sagesse. Hein. Si on rééquilibre un peu les choses et qu'on fonctionne en mode intelligence collective, qu'on comprend, on réfléchit, je décide, que la légitimité, c'est la responsabilité, c'est pas avoir les meilleures idées, être légitime, c'est être responsable. Si je décide seul, c'est parce que c'est moi qui vais assumer les conséquences de la décision. Voilà, donc moi je prône le management hybride, le management paradoxal, pour être sur la voie de la sagesse, en fait, et de se dire, quand on est à courir vite, on a quand même plus de chances que les gens courent vite si on leur dit ce qu'on attend d'eux avec un objectif et qu'on contrôle le résultat, que si on dit, bon, écoutez, voilà, vous avez une certaine liberté dans votre cursus. On vous met bien des deadlines. On vous dit, tu veux faire un stage, mais tu dois d'abord avoir tant de machin. Tu veux ton diplôme, mais il faut que tu réussisses d'abord tant d'unités. Donc, il y a des contraintes, il y a des objectifs qui vous sont fixés et il y a un contrôle qui est fait pour que vous ayez un diplôme. Donc là, c'est pareil. Ça... Ouais. Oui, vas-y. Ouais. Alors, est-ce que ça prend... J'ai oublié de répéter la question. Est-ce que ça prend... Est-ce qu'il y a des différences avec l'outre-Atlantique? Alors, est-ce que ça prend? Malheureusement, j'ai mis un peu de temps à trouver la stratégie du thé. Quand on est convaincu dans son ADN, quand on est dans un paradigme, c'est extrêmement difficile de comprendre comment des gens peuvent fonctionner différemment dans un autre paradigme. Donc ça fait 18 ans que je travaille sur ce sujet, que je fais des formations, etc. Et j'envoyais le message de la stratégie du café aux gens que je formais. Je leur disais, allez, percoler dans toute l'organisation, puisque vous avez vu dans cette formation que ça fonctionnait, soyez des chevaliers du digital, de l'intelligence collective et partez à l'assaut de ces païens pour leur expliquer que maintenant, il faut travailler dans la modernité. Et ils se faisaient tous tuer, écharper. Donc mes pauvres early adopteurs, après ils étaient résignés, déprimés, frustrés. Maintenant, quand ils sortent de la formation, je leur dis, oh là là, mon Dieu, alors surtout, vous ne critiquez pas ce que font les autres, vous ne faites pas de prosélytisme, vous infusez, vous mettez en œuvre à votre niveau. Voilà, alors ça fait 2 ans, hein, le livre est sorti il y a 2 ans, ça fait juste 2 ans que je parle de ça, ça a un vrai effet maintenant, surtout dans les grosses organisations. Évidemment, tout ce que je vous raconte, vous allez beaucoup moins le vivre si vous travaillez dans une start-up avec des gens qui sont formatés dans votre paradigme que si vous allez dans une grosse organisation sur des gros projets, vous allez plus... Ce que je vous ai raconté va beaucoup plus résonner. Voilà. Donc voilà. Alors, et la deuxième chose, est-ce que, même au Canada, bon, alors, oui, c'est-à-dire qu'il y a un terreau, c'est comme une terre. Il y a des terres qui sont plus fertiles que d'autres. Quand on veut planter la graine de l'intelligence collective ou du digital, il y a des cultures qui sont un peu plus compatibles avec ça, et donc ça va juste accélérer l'infusion. Mais l'infusion est possible. De même que les organisations publiques ou monopolistiques, hein, la fonction publique, une ville ne peut pas faire faillite. Donc quand ils entendent le genre de discours que je vous tiens, être agile n'est pas critique. Changer de paradigme, ce n'est pas critique. Ils ne vont pas disparaître. Quand je m'adresse à des entreprises qui sont avec une très forte compétition, alors le message a plus. Et donc finalement, ça détermine la température de l'eau. Pour qu'il y ait une infusion, il faut que l'eau soit chaude. Alors si je travaille dans une grosse organisation, je me dis elle ne va jamais faire faillite, l'eau est plutôt tiède, voire froide. Et donc l'infusion va être très lente. Et quand l'eau est bouillante parce qu'on est en menace de se faire beurriser de tous les côtés, alors là, ça infuse plus vite. Ça va? Une autre question? Oui? Il a levé la main en premier. Je vais essayer de ne pas oublier de la répéter. Oui? Oui?
Tout ce qui est autour de Toyota, c'est le lean management, hein. On est plutôt dans courir vite. Alors, dans les méthodes de lean, comme c'est des noms japonais, je suis désolé, hein, je ne suis pas bon dans les langues, il y a des mots, je crois que c'est OSRIN, H-O-S-R-I-N. Donc, il y a des techniques du lean management qui relèvent un petit peu du domaine de l'intelligence de la conception, mais globalement, on est plutôt dans courir vite. Alors d'ailleurs, moi je fais la distinction dans l'agilité ça va indirectement répondre à la question, entre la micro-agilité et la macro-agilité. Aujourd'hui, quand on vous forme sur les méthodes agiles, quand vous regardez l'ADN, par exemple de Scrum ou d'autres techniques comme ça, quand vous regardez bien l'ADN, vous avez un 80% de productivité où il faut coder le plus vite possible. Puis vous avez un 10-20% où on lève la tête et on se dit « Oh là là, est-ce que le client est content avec ce qu'on est en train de faire ?» Et ça, c'est ce que j'appelle la macro-agilité. C'est-à-dire, l'agilité, c'est de courir dans la bonne direction, alors que la productivité, c'est courir le plus vite possible. Et donc, quand on regarde bien l'ADN, il y a beaucoup de méthodes qui sont dites agiles, mais le plus gros de l'ADN, c'est courir le plus vite possible. Voilà. Alors, et donc c'est un problème, parce qu'on se dit on est agile. Ouais, mais on est en train de partir plein sud, alors qu'il fallait partir plein nord, et du coup on va nous dire qu'on est à l'ouest. Et c'est trop tard. Donc dans le Scrum, en fait, vous êtes déjà en train de partir à l'ouest, vous êtes à l'ouest, vous êtes sur une autoroute avec peut-être il y a 6 lignes, hein, mais vous pouvez changer de la ligne 1 à la ligne 6, vous ne pouvez plus partir plein sud ou plein nord, c'est trop tard. Donc c'est ça qui est embêtant, c'est que dans la plupart des organisations, alors c'est des tonnes de formations méthode agile, mais une fois que le chef a pensé tout seul dans son bureau. Oui. Et après, c'est ce que je disais, le cauchemar. Ah mon Dieu, ça ne marche pas, ce n'est pas les besoins du client, c'est pas ça qu'il fallait faire, c'est pas dans cette direction qu'il fallait courir. Comment on va faire? Et vous croyez que le chef va se dédire, va dire, bon non, écoutez, j'ai trompé. Oups. Non. Après, il y a la testostérone. Après, il y a la protection psychologique. Je ne vais pas avouer que j'ai fait une erreur. Et donc, on va aller toujours plus profond dans la mauvaise direction parce qu'on n'a pas eu suffisamment d'intelligence de la conception. Donc, tout ce qui est Toyota est quand même très coloré, ce que j'appelle micro-agilité. Et j'aimerais qu'on développe un peu la macro-agilité. Ça répond à la question? Alors, du coup, il y avait une autre question. Oui. Alors, je ne suis pas que consultant, je suis aussi entrepreneur, comme je le disais. En fait, ma société 360, elle propose des formations, mais je manage des équipes de développeurs depuis 15 ans, donc sur ce domaine. Et voilà, donc je suis un peu plus que chef de projet. Mais voilà, donc les résultats, enfin, on est en face, c'est magique en fait. C'est magique, parce que personne ne sait avec certitude, comme je le disais, attention, on parle de complexité. Hein. Il n'y a pas d'évidence de est-ce qu'il faut aller là plutôt que là, faire telle chose plutôt que telle autre. Et c'est seulement dans 6 mois, quoi qu'on fasse, même si on fait de l'intelligence collective à la perfection, on se pose 50 à 100 questions, c'est seulement dans 6 mois qu'on saura si on a pris la bonne décision. Donc c'est pour ça que je parle d'excellence décisionnelle. Je ne parle pas de décision sûre à 100%. Ça, c'est le compliqué. Alors, ce qu'on vit, c'est la naissance de quelque chose. Quand on est dans le compliqué, on a des experts qui, sur un même domaine, hein, c'est monodimensionnel, viennent dire moi, je suis sûr à 100% que c'est ça qu'il faut faire. Et un autre expert dit non, non, moi, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et puis, au bout de quelques minutes, on finit par non, non, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Alors que là, on a des experts. Tout le monde pense détenir la vérité. Et au bout de quelques tours de table de questions, tout le monde se dit, en fait, je ne vois qu'un tout petit bout de la réalité. En fait, mon expertise est liée à une autre expertise. Et en fait, voilà. Alors, l'intelligence collective, c'est comme la naissance de quelque chose. Finalement, c'est co-construire une décision. Et je trouve ça magique. C'est comme une naissance de voir comment le collectif... alors c'est un processus hein, d'émergence, donc ce n'est pas là en 3 minutes, hein, ça prend des fois 1 heure, 2 heures,
pour faire émerger quelque chose qui est un projet de décision. Et dans cette décision, il y a un bout de l'ADN de tout le monde. Je ne réponds pas directement à la question, mais est-ce que ça te satisfait quand même ou tu... Oui, alors par exemple, quel genre de choses concrètes? Que je te donne un exemple de quoi? Ok, alors je vais donner un exemple d'une facilitation que j'ai faite dans un organisme où il y avait depuis 2 ans un conflit larvé sur une histoire... alors c'était au Canada, hein, et c'était sur une histoire de congé, parce qu'au Canada, il y a 3 semaines de vacances, enfin il y a 2 semaines de vacances par an. Et voilà. Et donc c'était dans une organisation où il y avait des métiers différents et certains avaient 3 semaines de vacances, d'autres en avaient 4. Et donc il y avait un conflit. Et je me retrouve dans une réunion avec genre à droite les syndicalistes et à gauche voilà, DRH, direction, les opérationnels, les directeurs de service. Et tout le monde pensait que j'étais venu pour influencer les syndicalistes à rentrer dans le monde de la direction pour qu'ils fassent ce qu'ils leur demandaient, parce que c'était mon commanditaire. Et donc, ça marche par tour de table ou sprint digital. Et donc, il y avait un syndicaliste, il me surprenait, à chaque tour de table, il disait « Je vous rappelle que nous ne sommes pas là pour décider de est-ce qu'il y aura une 3e semaine, mais quand il y aura une 3e semaine ?» Et ça pendant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, je n'intervenais pas, je ne faisais rien. Je ne faisais qu'animer un processus d'intelligence collective qu'on appelle le co-développement stratégique. C'est un processus en 5 étapes. On suit des étapes. Et en gros, pour faire simple, on se pose 50 à 100 questions. Et ensuite, on cherche des solutions. Donc, et il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas d'animateur en fait. C'est juste le collectif qui, par tour de table, parole distribuée, c'est un autre point important, pas de tour de table, pas d'intelligence collective. Si votre réunion, c'est les leaders d'opinion, les experts, les bavards, les chefs, il n'y en a pas encore là pour l'instant, mais plus tard, qui monopolisent 80% du temps de parole, il n'y a pas d'intelligence collective. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a que 20% des dimensions qui se sont exprimées autour de la table, et il y a 80% des dimensions qui n'ont pas été prises en compte. Donc ça fonctionne par tour de table, et petit à petit, tout le monde exprimant finalement sa réalité, tour d'ivoire, je ne vois qu'un bout de la réalité. Donc on était comme la lumière du phare qui tourne. Ouais. Donc, ah mince, ouais, quand même, eux, dans son département, il se passe ci, ah, il se passe... Ils ne s'écoutaient pas, en fait. Ils ne s'écoutaient pas. Le tour de table, on s'écoute. Et quand tout le monde a fini par écouter ce qu'était la situation de chacun, intelligence situationnelle, intelligence de la situation, quand chacun a écouté ce qu'était la situation de chacun, on a commencé à voir la vraie réalité. Et là, j'ai vraiment totalement disparu du radar des syndicats qui se sont dit, ah ouais, bon, eux, ils ont compris nous, on a compris eux, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et tout le reste de la réunion s'est passé, et là, c'était hallucinant, on était passé de la confrontation à la co-construction, en se disant, il faut qu'on trouve ensemble une façon de faire que la direction soit contente, parce que je peux vous dire que les budgets au Canada, en anglo-saxon, il faut que chaque centime soit justifié. Donc si on vous donne des congés supplémentaires, il faut qu'on ait du retour sur investissement de ça. Et en même temps, voilà. Donc chacun se disait comment on peut trouver quelque chose de gagnant-gagnant qui fasse que tout le monde soit content, qu'il n'y ait pas d'injustice, que ça soit équitable et que l'entreprise soit gagnante, la direction soit gagnante, les collaborateurs soient gagnants. Le gagnant-gagnant-gagnant. Voilà, c'est ça ce que je vis systématiquement dans les facilitations que je peux faire. Et après, je forme des gens, ils partent, je ne sais pas ce qu'ils font. Est-ce que ça, c'est un peu plus concret? Une autre question? Oui. Ah, tout à fait. Donc, j'essaye de reformuler la question. C'est en gros, est-ce que mes aptitudes personnelles de communicateur, mon charisme, ma force de conviction et de persuasion ne va pas finalement venir un peu biaiser, orienter la façon dont la réflexion collective va se faire. C'est ça? Alors, tout à fait. Et c'est pour ça qu'il est quasiment impossible de fonctionner en intelligence collective sans un process. Ça ne vous gêne pas d'avoir le Scrum? Bon, d'avoir un process. Et le brainstorming, c'est un process.
interdiction de critiquer les idées dans un premier temps, et c'est seulement dans un deuxième temps qu'on va mettre les petites pour évaluer. Donc quand vous regardez bien, la plupart des façons de travailler, ce sont des processus. Et on se dit, oh, bah, l'intelligence collective, on met 10 personnes autour de la table, et puis voilà, c'est collectif, donc c'est intelligent. Bah, peut-être. En tous les cas, s'il n'y a pas de process, il y a moins de chances qu'on arrive à une approche holistique systémique. Alors, le processus est fondamental. Ce processus est un processus dans lequel on va avoir une première étape dans laquelle on va poser des questions. Et ces questions, c'est justement ça qui va permettre d'identifier chacune des dimensions, de commencer à sentir les interactions entre les dimensions. Après, on va aller sur des solutions. Et ça, c'est la globalité du process. Et la technique en elle-même, c'est le tour de table. Comme j'ai le tour de table est génétiquement lié à la gestion de la complexité parce que ça distribue la parole. Et du coup, le mécanisme du charisme, du je monopolise la parole, ou de ce que j'appelle le ping-pong verbal. Alors, le ping-pong verbal, c'est se battre pour prendre la parole, se battre pour garder la parole. Tout ça, c'est une énergie. Voilà. Alors, le tour de table, ça fait que j'attends mon tour, je ne me bats pas pour prendre la parole. Quand j'ai la parole, personne ne peut me la retirer. J'exprime mes idées. Et si je suis autour de la table, ce n'est pas parce que j'ai un QI, un diplôme ou une reconnaissance de mon expertise. Si j'ai été invité autour de la table, c'est parce que j'ai une intelligence de la situation. En amont de la réunion, celui qui a organisé la réunion a identifié quelles étaient les différentes dimensions qui étaient partie prenante du sujet et a invité autour de la table ceux qui sont capables de parler de la dimension. Voilà. Et à ce moment-là, je suis le représentant d'une dimension. Je représente le RH, le marketing, la cybersécurité, le web design, la programmation de je ne sais pas quoi. Et donc, je m'exprime comme ça, en disant, mais attendez, n'oubliez pas que c'est multidimensionnel. Hein. Votre truc, là, dans ma dimension, voilà ce que je vois. Ah, vous avez telle idée de solution? Ah ben très bien. Alors, tiens, cette idée-là qui a été donnée par quelqu'un, voilà ce qui va se passer dans ma dimension si on fait ce qu'a dit un tel. Et cet un tel qui m'écoute, quand ça va être son tour de parler, il va dire, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Et du coup, il va dire, bon, bah, attends, donc c'est ça l'agilité, c'est ça la co-construction, c'est test and learn. Il va se dire, bon, alors si je change un peu mon truc comme ça colle, et alors il le dit, puis quand c'est à l'autre de parler, ben moi, dans ma dimension, là, ça va. Ou non, alors du coup, il va y avoir tel autre problème. Donc c'est vraiment, je ne sais pas si vous connaissez les Fab Labs, en tout cas, c'est du prototypage de décision, en fait. C'est un objet immatériel, c'est une décision, on parle de grande décision, c'est un objet, et on le prototype. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait un tour de table, il y a les idées téflon et les idées traction. Les idées téflon, elles glissent, elles disparaissent. Et d'autres qui prennent de la traction parce qu'on se dit, ah, et là, celles-là, on les fait monter. Ça va? Oui, parce que, vous savez, une des grandes compétences qui reste à développer, c'est de savoir se taire. Voilà, ça tout le monde sait parler, mais dans le savoir-être, la compétence clé, c'est de savoir se taire. Et le tour de table est une technique qui apprend à se taire. Quand on apprend à se taire, on découvre que des personnes à qui on coupait le sifflet, qu'on empêchait de s'exprimer auparavant dans des réunions un peu, vous voyez, genre village gaulois avec le poisson, on se tape dessus, on se coupe la parole, etc., ben, ils disent des choses intéressantes. On dit, ah ben lui, il est senior, il est plus intelligent, lui, il est machin, lui, il est bidule, et on est tout dans qui tu es. Alors quand on est en tour de table, on se tait, et là, on est complètement dans une autre dynamique. Donc c'est l'écoute active, en fait, c'est se taire alors qu'on voudrait parler. D'autres questions? J'ai parlé de chaos tout à l'heure, vous êtes chaos. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut infuser par le bas? Est-ce que c'est pas, c'est des gens qui décident moins ou pas, ou machin, donc bon. Alors, dans toutes les organisations, tout le monde décide en fait, hein. Qu'on soit manager, pas manager, tout le monde a des décisions à prendre, tout le monde se retrouve, même l'expert qui n'a aucune équipe a des décisions à prendre. Et manager l'intelligence collective, ce n'est pas une question d'équipe. Parce qu'en plus, les sujets sont souvent multidimensionnels.
Donc, ce n'est même pas mon équipe que je vais inviter dans une réunion. Ce sont des gens qui font partie de plusieurs équipes, dans plusieurs silos de l'organisation. Donc, on n'est pas dans une logique... mais cela dit, c'est vrai, hein, je comprends la question. C'est vrai que quand on est en bas de la pyramide, on est beaucoup plus ouvert à l'intelligence collective que quand on est en haut. Donc, si c'est ça ce qui est caché derrière la question, alors c'est oui. Parce que plus on est en haut, plus on se dit, mais celui-là, s'il amène des idées qui sont meilleures que la mienne, il va peut-être ça va lui donner du courage pour vouloir prendre ma place. Donc si je fais un peu de pensée balistique, je réfléchis tout seul dans mon coin à la décision, je diminue mes risques que quelqu'un pense qu'il puisse prendre ma place. Donc ça, c'est vrai. Mais, et c'est une réalité, hein, c'est une réalité. C'est pour ça qu'il faut que ça infuse. Parce que justement, ceux qui pensent comme ça, en mode stratégie du café, c'est la Saint-Barthélemy. Ils vont se battre tout ce qu'ils peuvent parce qu'ils pensent que leur création de valeur, c'est de penser tout seul. Donc cette idée de passer par le bas, elle est bonne, dans le sens où effectivement l'infusion va être plus rapide si on prend des gens qui sont conscients, qui sont moins dans une stratégie de carrière, qui sont finalement plus ouverts. Il y a peut-être aussi un peu de générationnel qui est caché derrière la question, mais je vais faire comme si je ne l'avais pas compris. Et voilà, donc l'infusion, effectivement, va être un peu plus facile si on passe du bas vers le haut, mais on est dans du multidimensionnel. Donc, on a peut-être besoin de l'expertise de quelqu'un qui est middle manager ou de quelqu'un qui est un super expert, qui, voilà, on ne sait pas à l'avance, ça dépend du sujet. Ça répond à la question? Oui. Bah, sinon, complète ou... Donc la question, c'est la deuxième, où c'est comment je fais pour faire de l'intelligence collective, pour faire remonter les bonnes idées vers le haut si on ne me donne pas la possibilité. Le problème, c'est qui est mon chef? Est-ce que c'est celui qui sort de cette présentation en disant c'est super? Est-ce que c'est celui qui dit pourquoi pas? Est-ce que c'est celui qui dit non, mon équipe, ils ne sont pas prêts, donc tu n'es pas prêt? Ou c'est celui qui dit je le fais déjà. Donc malheureusement, voilà, c'est pour ça que je dis la stratégie du thé, c'est justement pas d'essayer d'aller convaincre son chef en disant tu devrais arrêter de nous lobotomiser avec ton management en mode tour d'ivoire, c'est d'agir sur sa zone de responsabilité et faire en sorte que c'est vraiment comme le smartphone dans la rame de métro. Hein. C'est que vous, si vous courez vite dans la bonne direction, à un moment donné, ça va se voir. Ça prend un peu de temps, mais ça va se voir. Et la early majority, ceux qui étaient au tout début, après les early adopters, ils ne sont pas fermés. Et c'est juste pourquoi pas. C'est-à-dire que si je vois des gens le faire et que je vois que ça se passe mieux, qu'il y a une meilleure cohésion d'équipe, qu'il y a une meilleure ambiance, qu'il y a plus d'engagement, vous savez que sondage Gallup 2017, 94% de personnes désengagées dans les organisations. Ça, c'est quand on ne fait que du command and control. Voilà. Donc, voilà, il n'y a pas de... Parce que sinon, si je disais l'inverse de ça, ça voudrait dire, fais la stratégie du café, va dire à ton chef que c'est un has-been. Ça va pas marcher. Donc ça veut dire, alors évidemment, si tu n'es pas manager du tout, tu n'as aucun pouvoir de décision, là, voilà, il faut attendre un peu. Mais l'idée, c'est mets ton énergie dans ton périmètre de responsabilité. Ce n'est pas une question de management, c'est une question de porter un sujet complexe. Donc il y a des tas de gens dans les organisations qui portent des sujets complexes, stratégie, innovation, gouvernance, sécurité au travail, gestion des risques, qui ne sont pas managers. Donc on a possibilité de mettre en œuvre l'intelligence collective sans être manager. Évidemment, la plupart du temps, ils sont managers. Voilà. C'est un peu frustrant la stratégie du thé parce qu'on voit le petit sachet de thé puis on se dit oh là, moi je suis dans une grosse boîte, l'eau est plutôt tiède, donc ça va prendre du temps à infuser. Mais l'autre stratégie de la percolation, on voit de la vitesse, hein, c'est la haute pression à 100 degrés, mais ça ne marche pas. Ouais. Je ne bois pas de café, moi. Depuis que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle La stratégie du thé, il faut que je sois cohérent. Alors, la question, si j'ai bien compris, donc c'est un peu le biomimétisme, c'est les abeilles, les termites,
Donc, est-ce qu'il y a de l'intelligence collective dans le monde animal? Et du coup, est-ce que ça ne donnerait pas des arguments pour le monde humain? Malheureusement, non. Et là, on est vraiment dans quelle définition on met derrière intelligence collective. Moi, quand je vois des abeilles, je vois absolument pas d'intelligence collective. Parce que moi, ce que je mets derrière le mot intelligence collective, c'est se poser les questions. Je ne vois pas d'abeilles se poser les questions. Je ne vois pas beaucoup d'animaux se poser les questions. Pour moi, on est dans de la coordination. On est dans de l'intelligence collaborative. On est dans de la discussion collective. Ils se partagent des infos par des phéromones, des hormones, des trucs comme ça. Ils se coordonnent. Mais pour moi, c'est de la coordination, c'est de l'intelligence collaborative, oui, mais ce n'est pas de l'intelligence collective. Par ailleurs, ce qui gère, ce n'est pas du complexe, c'est du compliqué. Alors le compliqué, c'est se reproduire, se défendre. Donc je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow, les besoins qui sont gérés par les animaux, c'est le bas de la pyramide. Hein. C'est comment être toujours vivant demain. Alors que nous, les humains, on est plutôt sur le haut de la pyramide. Comment s'accomplir, avoir des responsabilités et construire des cathédrales, construire des programmes informatiques. Donc on est plus sur la complexité. Donc j'ai essayé les arguments des abeilles, ça ne marche pas de toute façon, avec un réfractaire, parce qu'il le fait déjà. Une autre question ? Vous êtes vraiment KO ? Alors, donc je reformule la question. Est-ce que tout ça, ça ne réfère pas au social, la réimplication, etc. Des gens? Alors oui, parce que quand on regarde le pourcentage dramatique, c'était 91% en 2013, maintenant on est à 94% en 2017. Alors le sondage Gallup, c'est un institut de sondage qui pose des questions aux salariés, de leur dire est-ce que vous êtes engagé ou pas avec une série de questions. Non, les réfractaires, ils vont vous expliquer que c'est biaisé, que machin, le sondage d'opinion, ça vaut rien. Et puis les early adopteurs, ils vont dire quand même, 91, 94. Donc ça dépend comment on veut voir le verre. La plupart des managers qui sont des early late majority, donc plutôt suiveurs ou réfractaires, ils vont vous expliquer qu'il ne faut pas mobiliser l'intelligence collective parce que pour la première fois, on va donner la parole aux gens, leur laisser exprimer des idées, apporter des solutions. Et vous comprenez la catastrophe si on ne prend pas leurs idées, si on ne prend pas leurs solutions. Ils vont être complètement démotivés, désengagés. Alors moi, je leur réponds, il y a bien plus grave que d'exprimer une idée dans une réunion et qu'elle ne soit pas retenue. C'est que je ne puisse même pas l'exprimer. C'est qu'on ne m'ait même pas écouté. C'est que je sorte de la réunion et que mon seul espace d'expression, ça soit les parois de l'ascenseur. Alors ça, c'est le désengagement. Les 94% de désengagement, c'est des collaborateurs qu'on n'écoute pas et qu'on fait courir dans la mauvaise direction. Et plus ils courent dans la mauvaise direction, et plus on les fait courir vite. Alors, le sondage, il exprime un mal-être, quelque part. Mais à la fin de la journée, il y a le bas de la pyramide de Maslow. C'est qu'on m'a fixé justement, puisque tout fonctionne avec des objectifs, du command and control. Donc on m'a fixé des objectifs. Moi j'ai un crédit, j'ai une famille, j'ai des enfants. Et donc je vais faire ce qu'on me demande. Mais dans le désengagement, ça ne veut pas dire je ne travaille pas. Être désengagé, ça ne veut pas dire je ne fais plus rien, je ne vais plus au travail. Le désengagement, ça réfère au bien-être, au plaisir, à la passion, à l'énergie que j'ai. Et donc, ce que révèle ce sondage, ce n'est pas 94% de gens qui ne travaillent pas, c'est 94% de gens qui traînent les pieds, qui ne se sentent pas dans un environnement de travail stimulant, agréable. Voilà. Donc, ce qu'on sait à l'inverse, c'est que c'est 9%, et donc maintenant ils sont un peu moins nombreux, quand c'était 91, donc c'est 6% de collaborateurs. Puis ça, tout ça est une moyenne aussi. Hein. Et puis attention, parce que la moyenne, ceux qui sont en bas de la pyramide, plus on descend bas dans la pyramide, plus on est dans le cauchemar. Donc c'est sûr que moi, quand j'ai dans ma formation une dizaine de cadres top exécutifs ou middle, pour eux, il y a moins de cauchemars. C'est que, voilà, donc le désengagement, à mon avis, plus on descend
plus il est fort et plus on monte, plus ceux qui sont responsables finalement du désengagement, pour eux, ils sont vachement engagés à fixer toujours plus d'objectifs pour aller toujours plus vite. Donc la réponse, c'est ça, c'est que du coup, qu'est-ce que ça génère tout ça? Malgré tout, hein, c'est les burn-out, c'est ce qu'on appelle les risques psychosociaux, c'est les mercenaires, donc des gens qui viennent dans l'organisation, puis dès qu'ils ont une offre ailleurs, ils s'en vont, donc le turnover, la rétention des talents, la mauvaise ambiance, mauvais climat social, on va le retrouver dans le climat social. Donc tout ça, c'est un peu un bain toxique, quoi. Mais à la fin, les gens travaillent quand même. Alors, tant qu'ils produisent, on continue comme ça. Voilà. Donc, pour répondre à la question, l'intelligence collective, c'est développer finalement un savoir-être, des comportements qui vont non seulement permettre aux gens de vivre une meilleure expérience dans l'entreprise, parce qu'on y passe quand même un bout de temps, mais en plus, donc c'est gagnant pour chacun, mais en plus qui vont aider l'entreprise à prospérer. Une autre question? Oui. On a un fan d'intelligence collective. Ça va être complexe maintenant de reformuler ta question, mais je vais la reformuler quand même pour la caméra. Alors, est-ce que finalement, ce n'est pas les salauds qui gagnent? Ça résume bien? Ceux qui ont les comportements les plus hostiles, les plus compétitifs, est-ce que finalement... Alors oui, oui, c'est du darwinisme. Donc je suis dans un environnement toxique pour survivre là-dedans. Si je suis altruiste, coopératif, etc., je vais me faire bouffer, je vais disparaître là-dedans. Voilà, alors on est un peu dans un cercle vicieux où des gens qui finalement seraient prêts et seraient ouverts à l'intelligence collective sont obligés de s'adapter à l'environnement dans lequel ils sont pour garder leur place, survivre et grandir. D'où l'échec, encore une fois, de la stratégie du café. Et le fait, tout simplement, parce que l'intelligence collective ne se vend pas, elle se vit. Je vis une expérience d'intelligence collective. C'est pour ça qu'il y a une question qui a été posée, on va arrêter la conf, bientôt il n'y aura plus personne. Dans 2 minutes, à 30, promis, je vous libère. Mais le problème, c'est que tant qu'on n'a pas vécu... Moi c'est un vrai cauchemar pour moi. Quand je vais voir, même là, vous, je vous dis, l'intelligence collective, voilà, il me posait la question, est-ce que vous pouvez donner du concret? Mais ça se vit, c'est-à-dire il faut vivre sur un sujet, la façon dont il y a un prototypage d'une décision qui finit par faire émerger une intuition collective, il faut le vivre pour croire à la puissance. Si je vous dis, vous vous posez 50 à 100 questions, vous êtes dans l'excellence décisionnelle, ok. Alors pour gérer de la complexité, un truc simple comme se poser des questions et chercher des solutions, d'accord. Il y a vraiment des patrons d'entreprise qui m'ont dit, attendez, c'est un codir. Hein. Vous venez pour nous dire qu'on va se poser des questions, on va chercher des solutions? Ouais, mais sauf qu'on va faire des tours de table. Voilà, on va faire des tours de table, on va choisir des personnes, il y a un peu plus de consignes que ce que je viens de dire un petit peu quand même, mais c'est super simple. Mais ça ne se vend pas. Ça se vit, et quand on l'a vécu, c'est ça l'infusion. C'est qu'on invite des gens, peu importe qu'ils soient réfractaires, suiveurs ou peu importe, on les invite parce qu'ils ont une intelligence de la situation. On leur fait vivre une expérience, et en sortant de cette expérience, ils vont dire « je suis prêt à suivre le mouvement » ou « pas tout de suite, j'attends encore qu'il y ait 51% ou 57% des gens qui fassent comme ça ». Là, c'est plus du biomimétisme, c'est le mimétisme. C'est vraiment la rame de métro. Donc il faut trouver ces early adopters, les former, pas de critique, pas de prosélytisme. J'infuse, je fais mon affaire dans mon coin, sur le périmètre qu'on m'a donné, en fonction de mon âge, de mon expérience. Et puis il se passe tout l'inverse dans le reste de l'organisation, pas mon problème. Il est 30, alors on va arrêter ici. Je vous remercie beaucoup de votre participation des échanges et je vous souhaite bon courage pour la suite de votre scolarité.